Bonjour tout le monde et bienvenue dans une vidéo qui sort un peu de l'ordinaire puisqu'il s'agit d'un complément sur la parenthèse sur Star Wars sur la chaîne Link the Sun, donc sur les 20 meilleures scènes de la saga Star Wars, de la nonologie Skywalker, et qu'elle est sponsorisée par la collection d'encyclopédie Star Wars d'Altaïa. Alors cette encyclopédie revient sur tous les éléments canons de la saga, et c'est personnellement pourquoi je l'aime beaucoup. Elle donne des éléments sur les films évidemment, mais aussi sur les séries animées, les livres, sur les BD, etc. Les 90 tomes de la saga sont divisés en 6 thèmes principaux. Alors d'abord il y a les personnages et espèces avec le petit logo bleu Dark Vador, les armes et technologies avec le petit logo sabre laser rouge, l'Atlas galactique, donc tout ce qui est géographie, tout ce qui est planète, ville, etc. Avec le symbole de la galaxie en vert, les vaisseaux et véhicules avec le petit faucon Millennium en violet, histoire et événements avec l'étoile de la mort en jaune, et les droïdes avec BB-8 en orange. Si vous vous abonnez avant le 21 août, vous recevrez un t-shirt exclusif de Kylo Ren, pas celui-là c'est le mien, mais vous en recevrez un autre, en cliquant sur le lien évidemment dans la description et en utilisant le code PROMOLINKS. N'oubliez pas le S, pour le coup ce serait vraiment dommage. Dépendant de votre abonnement, vous pourrez recevoir en plus 6 petits posters créés par Ralph McQuarrie, qui est l'un des illustrateurs de la trilogie originale, 2 serre-livres Stormtrooper, une tasse Stormtrooper du premier ordre et une enceinte Bluetooth TIE Fighter. Et je peux te garantir que je vais prendre cet abonnement parce que c'est une enceinte Bluetooth TIE Fighter. Donc voilà, si jamais vous êtes curieux, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description. Et si vous voulez vous abonner, utilisez le code promo PROMOLINKS, en un seul mot. Maintenant que l'intégration est faite, toujours dans un souci d'honnêteté avec vous, cette vidéo sort de l'ordinaire parce que je ne l'aurais pas faite sans cette intégration. Mais Altaïa est entré en contact et je comptais m'abonner de toute façon à l'encyclopédie, donc j'ai un peu sauté sur l'occasion de vous en parler en vidéo. J'ai hésité à avancer la sortie du coin lecture, mais ça m'aurait fait le bâclé et du coup j'avais pas envie de faire ça. Donc Camille m'a suggéré de parler des scènes que j'ai dû retirer de ma parenthèse sur les meilleures scènes de Star Wars, et comme elle a toujours de meilleures idées que moi, et nous y voilà. Alors évidemment, comme c'est une vidéo en complément à la parenthèse, je vous suggère d'aller voir la parenthèse avant. Pour ceux qui l'ont déjà vu, vous avez pu remarquer que normalement, il n'y a que 20 éléments. Là, je me suis débrouillé pour en mettre 37, je crois qu'il y a 37 scènes desquelles je parle. Entre les moments où j'inclus 2 scènes parce qu'elles sont directement liées l'une à l'autre, les mentions honorables et les 21 scènes, parce que je dis 7 scènes dans chaque trilogie, donc du coup ça fait 21 scènes. Voilà, réellement, je parle de 37 scènes dans la parenthèse. Et du coup, si vous avez vu la parenthèse, vous savez que j'avais fait une liste des scènes qu'il fallait absolument que je mette dans mon top 20 et qu'il y en avait, je crois que je dis 72 dans la parenthèse, en réalité il y en a 73. J'ai évoqué 37 scènes dans la parenthèse, et je vais donc vous parler des 36 autres. Pour ceux qui se disent « Ah mais t'as oublié telle scène, pourquoi t'as pas parlé de telle scène ?» On va en parler tous ensemble, parce que le truc avec Star Wars, c'est que j'aime vraiment beaucoup Star Wars, et je vois plus l'intérêt de dire ce que j'aime bien plutôt que ce que j'aime pas. Je vais en parler par ordre de sortie des films au cinéma, ordre chronologique dans les films. Vous pourrez arrêter avant de vous faire spoiler si vous n'avez pas encore vu la nouvelle trilogie ou juste le 9 ou que sais-je. Sachant que je risque de parler du 9 à partir du moment où on aborde la dernière trilogie, parce que j'ai beaucoup de mal à ne pas parler du 9. Parce qu'il y a beaucoup de scènes qui sont bonnes mais qui auraient été meilleures si ça avait été suivi. Par exemple, si dans le retour du Jedi, on avait appris que Dark Vador n'avait jamais été le père de Luke, que c'était juste une manipulation, la scène où il apprend à Luke qu'il est son père aurait eu beaucoup moins d'impact dans la saga d'une façon générale. Et il se trouve que l'épisode 9 fait ça avec beaucoup de scènes. On va y revenir en temps et en heure. On va commencer avec l'épisode 4. Donc d'abord, je voulais vous parler du premier générique de début. Le premier... Nul. Mais voilà, la première fois qu'on voit ce générique qui défile vers l'infini de l'espace. Ah, ça fait quelque chose, hein, ça fait quelque chose. Je l'ai pas mis parce que, bon, cette scène par trilogie, il a fallu faire des choix, mais c'est une scène iconique que j'aurais bien aimé mettre. La deuxième scène, toujours dans l'épisode 4, la scène où on voit pour la première fois Luke activer R2-D2 et l'hologramme de Leia dire « Au secours, Obi-Wan Kenobi, vous êtes notre seul espoir ». Vous êtes mon seul espoir, pardon. C'est une scène iconique qui aurait probablement trouvé sa place si j'avais pas instauré mes règles de cette scène par trilogie. Mon argument pour ne pas les avoir mis, c'est souvent il a fallu faire des choix, et surtout 7 scènes par trilogie, quoi. Ça implique de garder les 7 meilleures scènes de la trilogie originale. Est-ce que cette scène en fait partie? Pour moi, non. Troisième scène dont j'ai pas parlé, c'est... celle-là, ça m'a coûté de pas la mettre parce qu'elle est vraiment chouette. C'est Luke qui regarde les 2 couchers de soleil sur Tatooine. Ça se passe juste après un échange entre son oncle et sa tante qui disent qu'il est pas fait pour être fermier parce qu'il a beaucoup de son père en lui. Et Owen Lars, je crois qu'il s'appelle son oncle, répond à Tante Beru oui, c'est bien ce qui me fait peur. Et puis on voit Luke regarder
les deux soleils en se disant, voilà, on sent l'appel de l'espace, la musique de ce passage-là est géniale. C'est pas étonnant qu'il s'en soit servi pour plein d'autres plans ailleurs. C'est bien qu'il y ait eu ce plan en conclusion de la prélogie, mais il y a d'autres utilisations de cette scène qui étaient moins pertinentes d'après moi. Une scène que j'aurais voulu mettre, mais qui a pas trouvé sa place, c'est la scène où Dark Vador étouffe son lieutenant en lui disant votre manque de foi me consterne. Un moment de caractérisation très fort de Dark Vador et des pouvoirs de la Force. Cinquième scène dont j'ai pas parlé, la scène où Obi-Wan Kenobi influence les Stormtroopers en disant ce ne sont pas les droïdes que vous recherchez. J'aime beaucoup cette scène, même si je préfère les deux autres fois où elle a été... c'est pas parodiée, mais où elle a été refaite dans la prélogie et dans la postlogie. Dans la prélogie, c'est quand Obi-Wan Kenobi se fait aborder par un gars dans un bar. Le gars lui dit hey, je vends des bâtons de la mort, ça t'intéresse ? Tu ne vends pas de bâton de la mort. Je ne vends pas de bâton de la mort. Tu vas rentrer chez toi et réfléchir à ton avenir. Je vais rentrer chez moi et réfléchir à mon avenir. Et ça, c'était très drôle. Et dans l'épisode 9, c'est Rey qui influence des Stormtroopers alors qu'ils sont en train de s'infiltrer. Et elle leur dit c'est normal qu'on soit ici. C'est normal que vous soyez ici. Ouais, c'est normal. Vous êtes soulagés qu'on soit ici. Oh Dieu merci, vous êtes ici. Merci les gars. C'est mieux fait quand ils répètent pas juste bêtement ce qu'ils viennent d'entendre. Mais cette scène-là a initié ce pouvoir d'influence de l'esprit. Ensuite, la sixième scène dont j'ai pas parlé, et ça me coûte. Il y a certaines scènes, il a vraiment fallu les sacrifier. C'est la cantina de Mos Eisley. Mos Eisley, je crois que c'est Mos Eisley, je suis plus sûr. Bref, la cantina. Sur Tatooine. Un festival de costumes, elle est très bien, la musique est géniale évidemment. Mais voilà, il faut se poser la question, quelle est son importance au sein de la nonalogie Skywalker? Et encore, c'est un des moments les plus importants de cette trilogie originale parce que ça montre la richesse de l'univers. Et c'est vraiment la grande force de la trilogie originale, c'est la construction du monde. Sachez qu'elle était dans mes 73 scènes qu'il fallait absolument que je mette. Évidemment, en septième, on trouve la scène qui a fait parler tous les fans de Star Wars. La scène où Han Solo abat le chasseur de primes Greedo qui s'apprête à le tuer. Pour ceux qui sont pas au courant, les films Star Wars ont été extrêmement remaniés lors de la sortie de l'édition spéciale en 97 et en 2004. Je crois. Ouais, c'était en 2011. Évidemment, il y a eu plein d'autres petites altérations en fonction de... Par exemple, quand ils les ont sortis sur Disney+, il y a eu encore des altérations. Mais il y a eu deux grosses vagues de modifications sur les films. Et en 97, dans la version originale, Solo tire sur Greedo avant que Greedo ait le temps de faire quoi que ce soit. Dans la nouvelle version de cette scène, George Lucas trouvait que c'était trop agressif de la part de Solo de tirer sur quelqu'un qui ne se défendait pas. Et du coup, il a changé ça en faisant que Greedo tire et Han Solo tire en réponse. Ça a pas plu parce que ça caractérisait Han Solo comme quelqu'un qui est capable de tuer une menace de sang-froid avant qu'elle ne devienne une menace. Et après, il a rechangé ça, et dans la version qu'on a actuellement, Greedo et Solo tirent en même temps, ce qui me semble être une bonne chose parce que ça veut dire que Solo est au niveau de Greedo, et au niveau de ses chasseurs de primes. Pour moi, il y a toujours cette caractérisation-là du gars qui tire avant que la menace n'ait une menace, mais en plus, on a la confirmation que c'était une menace. Il a pas tiré en réaction à un tir, il a tiré exactement en même temps, sauf que lui s'en est tiré. Moi je trouve que ça fonctionne comme après... Il y a des modifications qui sont nettement plus dommageables que ça, si un jour je parle des 20 pires scènes de Star Wars. 7 par trilogie, on va s'en sortir. Dans Star Wars épisode 4, toujours, il y a le compacteur à ordures dont j'ai pas parlé, alors que c'est une scène très... où le suspense est le mieux géré, dans l'épisode 4, notamment avec le monstre sous l'eau, même si ça n'a pas vraiment de sens qu'il y ait un monstre sous l'eau alors qu'ils ont pied, ça n'a pas vraiment de sens que Luke soit attiré sous l'eau alors qu'il est pied, mais j'imagine qu'il y a une raison... à ça. Et on a fait le tour des scènes dont j'avais envie de parler dans l'épisode 4. On passe à l'épisode 5, qui est le meilleur épisode de la saga, mais pas le meilleur film de la saga. Il y a une subtilité, on en reparlera. D'après moi évidemment, oula, d'après moi. Donc Star Wars épisode 5, une scène que j'ai pas mise parce que elle ne vaut que par un élément, c'est quand l'Empire se dirige vers la planète Hoth, la planète de glace. Cette scène est iconique parce que c'est la première fois qu'on entend la marche impériale. C'est la première fois qu'on entend cette musique-là, et cette musique deviendra un motif très récurrent, et dans ce film, et dans la saga après, et c'est la première fois qu'on l'entend, du coup j'avais envie d'en parler, mais évidemment elle pesait pas lourd par rapport à d'autres scènes. Une scène dont j'ai pas parlé, c'est le premier contact avec Yoda, quand Yoda passe pour une espèce de petite créature folle, qu'il se met à taper sur R2-D2, parce que R2-D2 l'empêche de manger une barre de céréales. J'aime beaucoup ce premier contact avec Yoda, parce que Yoda paye vraiment pas de mine. Je me demande si, à l'époque de la sortie en salle, les gens ont compris directement que c'était Yoda, parce que quand tu le regardes aujourd'hui avec l'œil moderne, tu te dis c'est tellement grillé que c'est Yoda. Surtout que Obi-Wan Kenobi lui a déjà fait le coup dans le 4, il lui a déjà dit « Tu cherches Obi-Wan Kenobi ? Ah oui, je le connais bien, c'est moi. »
Et que là, Yoda, je cherche Yoda. Oh, Yoda, tu cherches. Une scène dont j'ai pas parlé également, la 11e scène dont j'ai pas parlé, que j'aurais aimé évoquer, c'est la première scène où on voit l'Empereur. C'est la scène où l'Empereur appelle Dark Vador via hologramme. Une scène que George Lucas a très bien fait de changer parce que la version originale est laide. Mais pas bien. Également une scène où Dark Vador nous fait la politesse d'être sur son socle de Funko Pop. Les Funko Star Wars sont sur un petit socle qui ressemble exactement à celui-là. Un socle comme ça. Et là, comme vous pouvez le constater, Dark Vador est sur son petit socle à Funko. Ensuite, une autre scène que j'adore, la 12e scène dont j'ai pas parlé et que j'aurais aimé évoquer, c'est la scène où Yoda révèle qu'il est le maître Jedi que Luke cherche. Une scène dont j'ai pas parlé, mais parce qu'il y a un moment, il faut faire des choix, c'est la scène où Luke affronte Dark Vador juste avant la scène Je suis ton père. J'aime beaucoup cette scène pour une raison, surtout, c'est la lumière. Je trouve qu'elle est très très bien éclairée cette scène. Il n'y a aucun suspense sur le fait que Dark Vador est nettement plus fort que Luke. Ça place un vrai suspense sur les chances de l'emporter du héros. Et comme le fait remarquer Luke, si Dark Vador avait voulu le tuer, il l'aurait fait. C'est pour ça qu'il commence à croire qu'il y a du bien en lui. Bref, c'est une scène qui est importante. Mais choix, il a fallu faire des... Et on a fini avec l'épisode 5. On passe à l'épisode 6 avec la première scène dont je ne vous ai pas parlé, que j'aurais adoré évoquer. La scène où Luke vient aider tous ses amis qui se sont fait capturer et que Jabba lui fait affronter le Rancor dans sa cave. J'aime beaucoup cette scène. Elle est iconique, le monstre du Rancor est très très cool, il y a beaucoup de suspense. J'ai beaucoup hésité entre soit parler de celle-ci, soit parler du Sarlacc, le monstre du désert qui arrive directement après. Mais dans l'affrontement avec le Sarlacc, il y a Leia qui tue Jabba, il y a la mort de Boba Fett. Mais est-il mort? On ne sait pas. Dans l'univers Legends, Boba Fett s'est sorti du Sarlacc 2 fois. Ça diminue un peu la menace du Sarlacc, je veux dire, t'es censé être digéré pendant des milliers d'années si tu tombes dedans. Donc c'est une mauvaise idée que Boba Fett en sorte. Il ne faudrait pas que l'univers canon fasse la même erreur. Si tu sais, tu sais. Prochaine scène dont j'ai pas parlé parce que elle est entachée par un truc que j'aime pas beaucoup. Je l'ai baptisé la dernière leçon de Yoda. Ne sous-estime pas l'empereur, ne fais vraiment attention à la tentation du côté obscur. Et le truc que j'aime pas, c'est il y a un autre Skywalker. Depuis le début, enfin depuis la trilogie originale, j'aime pas cette idée que Leia soit la sœur de Luke. Pour moi, ça fait vraiment overkill, quoi. C'est-à-dire le grand méchant de la saga, c'est ton père. Et en plus, la seule femme de la saga, c'est ta sœur. Voilà, bravo, t'as du bol que Chewie soit pas ton chien, parce que y a que ça, quoi. J'ai beaucoup de mal avec cette révélation, et en plus, je la trouve très maladroite. Une scène dont j'ai pas parlé, parce que je pense que ça aurait posé problème, parce que pareil, c'est une scène qui a été remaniée et changée pour la sortie de 2011 ou 2004, je sais plus. C'est la scène de la célébration finale. Dans la version originale, ça se passe que chez les Ewoks. Il y a une musique qui est qui est une musique d'Ewok, quoi, qui est une musique tribale, que les fans appellent Yub Yub, je crois, ou Nub Nub, ou je sais plus exactement. Mais c'est une version que j'ai franchement jamais vue vraiment, puisque le premier changement apporté à la saga était en 97, j'avais 9 ans. Donc je pense pas avoir vu Star Wars avant d'avoir 9 ans, je suis pas sûr, mais je pense pas. Donc moi j'ai toujours connu cette version-là. Dans d'autres remaniements qu'ils ont fait, ils montrent différentes planètes. Ils montrent Bespin, la planète de Lando Calrissian, ils montrent Naboo, la planète de Padmé, ils montrent et de Jar Jar, et de Palpatine. Voilà, ils montrent Coruscant, et notamment avec un ajout que j'aime beaucoup, où ils ont rajouté le Sénat et le Temple Jedi dans le décor. Ça agrandit la taille et l'enjeu de ce qu'ils viennent de faire, de la mort de l'Empereur et de la fin de l'Étoile de la Mort. Maintenant, je comprends qu'il y a un débat, parce que c'est les Ewoks qui ont permis de gagner la dernière bataille. Ça aurait été bien de rester avec eux, de dire que voilà, la guerre s'est jouée sur cette dernière bataille. J'ai rien contre le fait qu'il y ait une célébration générale. Pareil, ils ont remplacé parce qu'à la fin, du coup, Luke voit les fantômes de force de Yoda, Obi-Wan et Anakin Skywalker. Évidemment, à la base, ils avaient utilisé Sebastian Shaw qui joue Dark Vador adulte sans son casque, et ils ont remplacé ça à la sortie de la prélogie par Hayden Christensen. Je comprends pourquoi ils l'ont fait, je vois la cohérence. Est-ce que c'est une bonne idée? C'est une idée compliquée. À leur place, j'aurais pas changé ça. Personnellement, ça me dérange pas trop. C'est pas très respectueux pour Sebastian Shaw, mais bon, le gars joue toujours Dark Vador, quoi. Ils ont pas changé ça. Demeure la question de pourquoi est-ce qu'on voit Obi-Wan et Yoda vieux et Anakin jeune. On est vraiment sur des points de détail. Je comprends que ça pose problème, mais pour moi, c'est pas intéressant de passer 5 siècles dessus. Alors, concernant l'épisode 1, j'ai mis toutes les scènes dont je voulais parler. Je voulais parler de la course de module, elle a fini dans les mentions honorables. Je voulais parler de la scène où le Conseil Jedi refuse de former Anakin, et j'en ai parlé. Et je voulais parler de Duel of the Fates, à la fin de l'épisode 1, où Qui-Gon et Obi-Wan affrontent Dark Maul, et donc Qui-Gon meurt.
Tout ça, j'en ai déjà parlé. Dans l'épisode 2, il y a 2 scènes que j'ai pas casées dans la parenthèse alors que j'avais envie d'en parler. D'abord, il y a la bataille dans le champ d'astéroïdes. Je dis bataille, mais c'est pas une bataille étant donné que ça n'implique que 2 vaisseaux et 3 personnes. C'est la scène donc, où Jango Fett essaye de se débarrasser d'Obi-Wan Kenobi qui le suit. Et cette scène est super pour un truc, les bombes soniques. Les bombes soniques qui ne font pas de bruit en explosant et font du bruit avec le rayon sonique. D'une façon générale, le traitement du son dans la prélogie, je le trouve vraiment très bon. Dans la course de module, il est génial. Dans les bombes soniques dans le champ d'astéroïdes qui font... et c'est l'onde qui détruit les astéroïdes. Je trouve ça très très bien. Je vous ai pas parlé de la scène de Yoda contre Dooku, contre le comte Dooku. C'est la première fois qu'on voit Yoda se battre au sabre laser, et comme à peu près tout le monde, je pensais qu'il allait plus se battre avec la force, qu'il allait plus manipuler l'environnement et tout. Non, tu parles, il utilise un sabre laser et puis il sautille de partout, il s'en fout, c'est Yoda. Brrr, ça a légitimé énormément le comte Dooku dès le départ. Le gars est capable de battre 3 chevaliers Jedi. Il a réussi à tenir la distance avec Yoda, dont on n'arrête pas de nous dire qu'il est vraiment très très fort. Très efficace en termes de caractérisation, cette scène-là. Dans l'épisode 3, j'ai parlé de beaucoup de scènes dont je voulais parler. Je vous ai pas parlé d'une scène que je trouve vraiment très très bonne. Anakin vient de prévenir Windu que Palpatine est le Seigneur Noir des Sith. Et Windu part pour l'arrêter. Et avant que Windu l'arrête, on a une scène sans dialogue, où Padmé et Anakin, elle est dans ses quartiers, lui est au temple Jedi, dans la salle du conseil Jedi. Ils regardent tous les deux par la fenêtre, c'est la musique qui fait toute l'émotion de la scène. Ils regardent par la fenêtre, et je crois qu'ils pleurent tous les deux. Je sais pas s'ils pleurent tous les deux, ou s'ils sont juste tristes tous les deux. C'est le moment où Anakin comprend que Palpatine est sa dernière chance de sauver Padmé, parce qu'il est persuadé que Padmé va mourir. Je trouve cette scène vraiment très belle. Je vous ai parlé de l'Ordre 66, beaucoup de gens m'ont dit que l'Ordre 66 était trop bas par rapport à d'autres scènes. Je peux entendre cet argument, c'est une scène qui est très importante. Comme je l'ai dit dans la parenthèse, pour moi, elle est très 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 diminuée par le fait que les Jedi qui meurent à ce moment-là, à moins de t'intéresser vraiment à l'univers étendu, t'en as rien à battre. Je veux dire, moi je connais leur nom parce que j'ai un peu regardé Clone Wars, mais bon voilà, pour moi l'Ordre 66, il pose problème parce que les Jedi qui sont importants pour nous vont survivre. Et donc du coup, il n'y a pas le poids quoi, que ça pourrait avoir. Il aurait fallu qu'on s'attache dans la prélogie à un maître Jedi, genre si Qui-Gon était mort pendant l'Ordre 66, ça aurait gâché l'autre scène d'avant. Mais voilà, vous voyez ce que je veux dire, qu'il y ait un personnage qui soit important et qui meurt là-dedans. Bref, une scène dont j'ai pas parlé. Ah oui, celle-là vous m'avez beaucoup reproché de pas en avoir parlé. La scène montée en parallèle où d'un côté on voit Anakin éliminer les leaders séparatistes de la Fédération du Commerce sur Mustafar, et en même temps on voit Palpatine annoncer qu'il prend les rênes, qu'il instaure l'Empire, et où Padmé dit c'est ainsi que meurt la liberté, sous un déluge d'applaudissements, une connerie comme ça. Pardon, c'est pas une connerie, c'est juste que je trouve que c'est un peu trop rentre-dedans. C'est même cette réplique qui diminue beaucoup la scène. Il aurait suffi qu'elle dise rien, on aurait compris ce qu'elle ressent. Les bons dialogues, c'est pas le fort de Star Wars. Des fois, il faut savoir être subtil. Ensuite, ah oui, qu'est-ce que j'adore cette scène, la scène où Padmé vient raisonner Anakin sur Mustafar, vient essayer de comprendre ce qui se passe parce que Obi-Wan vient de lui apprendre qu'il a tué les jeunes apprentis, et Padmé est terrorisée de voir Anakin se transformer devant elle. Ce que j'adore dans cette scène, c'est que Anakin étrangle Padmé. Il a passé le cap, il faisait ça pour la sauver, et là c'est lui qui menace sa vie. Et cette bascule où un personnage qui fait quelque chose de mal, en se persuadant qu'il le fait pour le bien, perd de vue cet objectif et on se rend compte qu'il le fait parce que c'est mal et c'est pour lui qu'il le fait. Et cette scène est vraiment très très bonne, et j'en ai pas parlé dans la parenthèse. Mais elle fait partie des 73 scènes que dont je voulais absolument qu'il évoquait. Parlez. Ensuite, on a Yoda contre Dark Sidious. C'est un très bon duel, il est très... voilà... J'ai pas grand chose à vous dire de plus sur cette scène. C'est toujours sympa de voir Yoda se battre au sabre laser. C'est aussi la première fois qu'on voit l'empereur avec son visage d'empereur, avec son visage avec sa raclette à la face, se battre au sabre laser. J'ai beaucoup aimé cette scène, mais elle est pas suffisamment... Si vous voulez, dans un film qui a autant de scènes clés, celle-là pèse pas suffisamment. Contrairement à la scène suivante, Obi-Wan contre Dark Vador sur Mustafar. Je l'appelle Dark Vador parce que l'empereur l'a baptisé Dark Vador, donc c'est Dark Vador, c'est plus Anakin Skywalker. C'est le très court laps de temps où Dark Vador n'a pas encore son armure. Je l'ai peut-être placé un peu basse dans ma parenthèse, celle-là je vous l'accorde. C'est une scène qui est extrêmement importante, c'est une scène qui est extrêmement... prenante, poignante, et il y a peu de temps j'ai eu l'occasion de regarder toute la nonalogie avec quelqu'un qui n'avait jamais vu Star Wars, qui se souvenait vaguement avoir peut-être vu un épisode de la trilogie originale quand il était petit, et le 7 au cinéma mais sans rien comprendre du coup, et cette personne a eu la plus forte réaction émotionnelle pendant cette scène. Chacun ses goûts évidemment, on vit Star Wars tous différemment.
mais cette personne-là qui découvrait Star Wars, ça a été cette scène-là qui a été la plus forte émotionnellement, et je peux comprendre. Parce qu'au niveau développement de personnage, c'est très fort ce qui se passe. Cette scène est riche de tous les 6 films qui sont sortis avant. Une autre scène que je voulais évoquer, et qui n'a pas trouvé son chemin dans la parenthèse, c'est la scène où Vador enfile son armure, enfin Vador enfile son armure, on enfile son armure à Dark Vador pour la première fois. Scène qui est très largement diminuée par le non qui est trop cliché de cinéma. C'est pas quelque chose qui est objectivement mauvais, c'est juste que c'est trop cartoon. Et c'est dommage. S'il était tombé à genoux avec tout le décor qui vole sans qu'il dise rien, ça aurait été tellement plus fort. On passe à l'épisode 7 que j'ai probablement assez injustement traité dans ma parenthèse, puisque j'ai évoqué une seule scène dans les mentions honorables. Il s'agit de la scène où Kylo Ren est en plein doute et a peur de se laisser tenter par le côté clair de la Force. J'adore cette scène. Et du coup se recueille devant le casque de son grand-père Dark Vador. Et il y a 3 autres scènes de l'épisode 7 qui me semblaient très importantes et dont j'ai pas parlé. D'abord, il y a la scène où le sabre laser de Luke Skywalker appelle Rey quand ils sont chez Maz Kanata, j'ai oublié le nom de la planète. C'est vraiment une scène pivot dans l'épisode 7. C'est la scène où Rey se fait appeler par son destin, quoi, d'une certaine façon. C'est une scène qui porte en elle énormément d'espoir et de hype, quoi. C'est tellement dommage que ça ait débouché sur pratiquement rien, parce que pourquoi le sabre de Luke Skywalker a appelé Rey, quoi? Pourquoi? Parce que c'est ça qui se passe, hein, clairement. Elle entend une voix l'appeler et qui vient du sous-sol où se trouve le sabre de Luke Skywalker. Et comment est-ce que Maz Kanata a fait pour récupérer le sabre de Luke? Ça aurait été très intéressant de le savoir, ça aussi. Beaucoup d'opportunités ratées, mais cette scène-là est très bien faite et on voit l'histoire de Luke, quoi. On voit l'histoire des chevaliers de Ren qui se rebellent contre le nouveau temple Jedi de Luke Skywalker. Beaucoup de hype, mais pas beaucoup de payoff, malheureusement. Pas beaucoup de paiement sur cette préparation. Ensuite, on a la 25e scène que j'ai pas évoquée dans la parenthèse alors que j'aurais bien voulu, c'est toujours dans l'épisode 7, la mort de Han Solo, évidemment. Alors, elle est bien, et j'entends beaucoup de gens parler, évidemment, d'un plan en particulier, le plan où il y a un gros ray de lumière qui frappe Kylo Ren, qui est un très beau plan, qui est vraiment un beau plan, et que je me souviens, quand je l'ai vu au cinéma, je me dis, oh, c'est joli. Mon problème, c'est, d'une part, la mort d'Han Solo était vraiment prévisible. Alors, je me suis fait spoiler ça avant de voir le film. Donc peut-être que ça a joué, et je saurais jamais du coup si je l'aurais vu venir, si j'avais pas su, mais le coup du pont suspendu au-dessus du vide, le silence, Enfin c'est... Han Solo s'en serait aussi bien sorti s'il avait eu une cible sur le front, quoi. Je pense qu'on voit un petit peu trop la mort d'Han Solo venir, et la gestion de la lumière est un peu cartoonesque, quoi, dans le sens où Kylo Ren semble sur le point de changer d'avis, et là la lumière faiblit, et c'est une métaphore! C'est une métaphore du fait qu'il sombre vers le côté obscur. L'obscurité. La lumière. L'obscurité. Voilà, moi, c'est un peu trop rentre dedans, quoi. Un peu trop... un peu de subtilité, quoi. Genre, quand Luke Skywalker, à la fin de l'épisode 6... a son col qui se défait, son col est un peu clair, qui signifie avec son costume qu'il a basculé du côté clair, même s'il avait été tenté par le côté obscur. Voilà, c'est un peu subtil, t'es même pas obligé de le remarquer. Que là, c'est vraiment... mais le côté obscur. Voilà, c'est pour ça que j'ai fini par pas la mettre, celle-là. Et une scène que j'adore, mais que beaucoup de gens aiment pas, je crois que c'est pour ça que j'ai décidé de pas la mettre, la scène où Finn et Rey affrontent Kylo Ren à la fin du set. Parce que beaucoup de gens disent « Oh, c'est pas normal que Kylo Ren il soit fait battre par 2 personnes qui ont jamais manipulé un sabre laser, hein, c'est pas normal du tout !» Il s'est fait tirer dessus par l'arbalète de Chewbacca, Kylo Ren, il est censé être mort et en petite miette. C'est bien déjà qu'il arrive à tenir la distance dans un combat au sabre laser. Et puis j'aime beaucoup l'ambiance de cette scène. Niveau décor, et c'est le problème des 2 films réalisés par J.J. Abrams dans la postlogie, donc le 7 et le 9, un peu trop morne, quoi. Les décors sont mornes. Dans les autres films, les décors sont vifs, sont vivifiants, sont... l'architecture de Naboo est magnifique, Andorre est une super belle planète, même Tatooine c'est que du sable et pourtant c'est très beau. Que là, la scène où Finn et Rey affrontent Kylo Ren, bah c'est une forêt, il neige, quoi. Mais j'aime bien la chorégraphie du combat aussi, j'aime bien le fait qu'on ait l'impression que le sabre de Kylo Ren pèse hyper lourd, alors que c'est un sabre laser, il pèse rien, mais vu qu'il a mal, enfin voilà, il y a de l'ampleur, quoi. Il y a un poids, quoi. Il y a un poids dans son utilisation du sabre que je trouve vraiment très bien.
Donc voilà, ça c'est les 4 scènes dont j'avais envie de parler dans l'épisode 7. Et on passe à l'épisode 8 où, croyez-moi pas, non seulement j'ai évoqué 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 scènes de l'épisode 8, il y en a 6 dont je voulais parler et dont j'ai pas parlé. Parce que d'après moi, l'épisode 8 est le meilleur film de la saga. En termes d'objets cinématographiques, en termes de narration qui va d'un point A à un point B, autant l'épisode 5 est le meilleur volet de la saga parce que, comme je l'ai dit, il est riche des épisodes qu'il y a avant et après. Dans l'épisode 5, il y a l'entraînement de Luke Skywalker, mais l'entraînement de Luke avec Yoda, mais l'entraînement de Luke avec Yoda, il aurait valu de la piste s'il n'y avait pas eu l'entraînement avec Obi-Wan avant. Il y a Dark Vador qui révèle à Luke qu'il est son père, qui aurait rien valu si Dark Vador n'avait pas été établi comme un gros vilain avant, et s'il n'y avait pas eu la mort de l'empereur par Dark Vador après dans l'épisode 6. Il y a la scène Je vous aime, je sais de Solo et Leia, qui aurait pas valu grand chose s'il n'y avait pas eu un développement de romance déjà dans l'épisode 4. L'épisode 8, c'est très frustrant parce que s'il avait été au sein d'une bonne trilogie, s'il y avait eu une bonne trilogie de A à Z, de 7 à 9, il aurait pu faire mieux que l'original. Je le dis, il aurait pu faire mieux que l'original. Ah, et encore, parce que l'original a installé toute la mythologie, a installé tout l'univers, donc c'est compliqué, puis on le saura jamais. Mais il a installé de nouveaux personnages, il a installé de nouvelles idées, il a installé tellement plus de choses que Mais la prélogie devait rien installer puisqu'elle devait mener vers ce qu'on savait déjà, donc elle n'avait pas besoin d'installer des trucs. Et encore, elle a créé Naboo, elle a créé Coruscant qu'on n'avait jamais vu dans la trilogie originale. Mais le 7 et le 9 ont franchement pas apporté grand chose. Le 8 a installé énormément, d'après moi. Une scène que j'ai pas évoquée dans l'épisode 8, c'est directement au début le sacrifice de Paige, alors Taiko ou Tico, je sais pas, mais le sacrifice de la sœur de Rose, parce que d'emblée ça te place les enjeux de la guerre, c'est-à-dire il y a des gens anonymes qui se sacrifient dans des actes héroïques pour la résistance, et je trouve ça très fort. Je trouve ça très fort que ce personnage dont on n'a jamais entendu parler donne sa vie, et sa vie est importante pour pouvoir détruire un cuirassé. Je trouve cette scène, et évidemment elle est magnifiquement filmée, comme toutes les... Enfin, c'est un peu le leitmotiv de l'épisode 8, c'est que tout est très bien filmé. 28e scène dont j'ai pas parlé dans la parenthèse, c'est la scène où on retrouve Luke Skywalker en exil, et où on se rend compte qu'il est devenu pépé badass, qu'il est vraiment trop cool, qu'il boit du lait vert à même le mamelon de la grosse bestiole, il en a rien à foutre. Il pêche avec un harpon de 2 km de long parce que c'est Luke Skywalker et qu'il peut le faire. Et il pêche des poissons comme ça que toi t'arrives pas à le soulever. Do you even lift, bro? Enfin voilà, j'aime beaucoup cette scène parce que ça te place Skywalker dans... ça te place la légende, quoi. Ça te fait te dire, il est exilé, mais il a pas perdu son... Voilà, il a... Et sans avoir recours à la force, puisqu'il s'est coupé à la force, donc son acrobatie, là, de faire du saut à la perche, là, d'une rive à l'autre, c'est sans la force. Bref, j'aime beaucoup cette scène-là. 29e scène dont j'ai pas parlé, c'est quand Kylo Ren peut tuer sa mère, qui est dans le vaisseau de la Résistance. Il l'a en ligne de mire, et il décide de pas tirer. Ça fait partie des scènes que j'ai pas intégrées parce que elle a été détruite par le 9, quoi. Parce que à la fin de l'épisode 8, pour moi, les pions étaient complètement placés dans le sens où Kylo Ren avait sombré du côté obscur, il n'y avait plus rien à sauver chez lui, et il ne semblait avoir aucune faiblesse parce que, comme je l'ai dit, il était capable de dépasser Snoke, alors que Snoke était présenté comme infiniment puissant. Kylo Ren avait réussi à l'avoir. Donc Kylo Ren était présenté comme l'un des meilleurs utilisateurs de la force de la saga. Et à la fin du 8, il avait cette seule faiblesse. Il n'avait pas tué sa mère quand il en a eu l'occasion. Je vais pas spoiler le 9. Je vais pas spoiler le 9 parce qu'il y a des gens qui n'ont pas vu le 9. Tout ce qu'on peut déduire du 8 a été balayé. Donc cette scène qui aurait pu placer quelque chose de très important a finalement placé mes couilles et... 30e scène que j'ai pas évoqué dans la parenthèse alors que j'aurais bien aimé, c'est ah oui, alors ça c'est un des meilleurs éléments, pareil, qui a été ruiné dans le 9, un des meilleurs éléments de l'épisode 8, c'est quand Rey et Kylo Ren se parlent à travers l'espace, ce qu'ils ont fini par appeler la dyade dans la force. Ils arrivent à se parler et ils ont cette espèce de relation très particulière qui n'appartient qu'à eux. Ils peuvent communiquer à travers toute la galaxie sans la moindre difficulté. Ils peuvent se toucher, ils peuvent influencer et être influencés par l'environnement direct de leur interlocuteur respectif. Et je trouve cette idée géniale. Et vraiment, ça les ancre, ça caractérise leur relation comme quelque chose d'unique et de puissant, quoi. Quand on apprend à la fin, au milieu du 8 que c'est Snoke qui a établi ce lien entre eux, bah voilà, ça établit la puissance de Snoke. Ça établit le fait que Snoke est un personnage surpuissant comme on n'en a jamais connu. Bon, en fait, c'est une dyade. C'est très rare. Vous l'avez.
En plus, il y avait ce petit suspense à la fin du 8 où, au moment où elle ferme le Faucon Millenium, ils se regardent, mais comme ils se parlent pas, on sait pas si ils se voient, ou si, bref, s'il y a encore cette connexion, ou si du fait que Snoke est mort, il n'y a pas cette connexion, ou s'il y a un reste de cette connexion, quelque chose. Pourquoi Snoke leur aurait dit que c'est lui qui les avait connectés si... M'énerve. Excusez-moi. C'est ridicule de s'énerver pour ça. Bon. Hein? Bon. 31e scène dont j'ai pas parlé. La première leçon de Luke Skywalker à Rey. Cette scène est cool parce que d'une part, j'aime beaucoup la blague de Luke Skywalker qui demande à Rey de chercher, quoi. De se... Je sais plus. Reach out. Et elle tend la main et ferme les yeux. Et Luke Skywalker agite une herbe sur sa main et lui dit oh, tu sens ça? C'est la force. Elle doit être incroyablement forte avec toi. Il lui tape sur la main avec sa feuille. C'est rigolo. Et puis après, Rey voit l'île d'Ashto, qui est donc une île où a été créé l'ordre Jedi et où évidemment la force est très concentrée. Elle voit la vie, elle voit la mort, elle voit la vie qui revient, elle voit le chaud, elle voit le froid. Et surtout, elle voit l'incarnation du côté obscur, qui est un trou qui mène à une grotte sous l'île, et elle y plonge. Le premier truc qu'elle fait, c'est qu'elle y plonge. Et ça fait extrêmement peur à Luke, qui se dit, c'est ce qui s'est passé avec Kylo Ren, et je peux pas revivre ça. Et je trouvais ça très intéressant que Rey ait été attirée par le côté obscur d'emblée, parce que ça voulait dire que le côté obscur est naturellement le plus attirant. C'est naturellement vers le côté obscur qu'on est porté. Et il faut faire très attention, il faut vraiment se méfier de cette attirance malsaine pour le côté obscur, et c'est un exercice qu'il faut faire, c'est une force qu'il faut trouver en soi pour ne pas tomber dans ce trou. Je trouvais ça intéressant qu'une personne lambda soit attirée par le côté obscur. Ensuite, la 32e scène, donc que j'ai pas évoquée dans la parenthèse, c'est la scène où Kylo Ren dévoile sa vérité à Rey, où Kylo Ren explique que s'il a détruit le temple Jedi, c'est parce que Luke Skywalker a essayé de le tuer. Je trouve cette scène très, très belle et très forte parce que c'est effectivement ce qui s'est passé du point de vue de Kylo Ren. Je vous ai parlé de la scène où Luke avoue que, ouais, il a eu peur de ce qu'il voyait dans l'avenir de Kylo Ren et que pendant une fraction de seconde d'hésitation, il s'est dit, je peux l'arrêter, je peux arrêter le côté obscur. Et c'est cette fraction de seconde qui a tout changé, qui a fait germer et exploser la peur de Kylo Ren. Et donc, évidemment, du point de vue de Kylo Ren, c'est Luke qui avait peur, et c'est vrai, Luke avait peur, mais il avait peur parce qu'il était jaloux, qu'il a vu toute sa puissance, et qu'il voulait contrôler sa puissance, et que... Je trouve cette scène très forte, d'avoir eu 3 points de vue, si vous voulez. D'abord, Luke raconte à Rey que Kylo Ren a sombré du côté obscur, et que du coup, il a fallu l'arrêter, et Kylo Ren explique ensuite à Rey que c'est pas ce qui s'est passé, il s'est défendu face à un maître qui allait le tuer. Et ensuite, la vraie version où Luke raconte que oui, c'est vrai, ça n'a pas duré longtemps, mais c'est vrai, c'est ce qui s'est passé. Il avait peur du côté obscur, il avait peur de Kylo Ren. Je trouve ça très très beau que le personnage de Luke ait eu une fraction de seconde de faiblesse, et que cette fraction de seconde suffit à briser complètement la légende qu'il est devenu. C'est-à-dire, il est censé être le symbole du Jedi, quoi, le symbole de celui qui voit le bien. Et au moment où il a plus vu le bien, ça a été son échec, et ça a été l'échec qu'il a jamais été capable de dépasser. Je trouve ça très fort. Je trouve ça très fort. J'ai vraiment adoré le 8. Et je vous ai parlé de toutes les autres scènes que j'ai aimées dans le 8. Donc la scène où Rey tombe dans le côté obscur. La scène où Luke interrompt le dialogue entre Kylo Ren et Rey et qui s'affrontent après, donc ce dont je viens de vous parler. La scène où Luke retrouve Yoda. J'adore cette marionnette, je suis désolé. La scène où Kylo Ren tue Snoke, très controversée, mais pareil, je l'adorais. La scène où Kylo Ren apprend à Rey que ses parents n'étaient personne, que je trouve vraiment brillante pour les raisons que j'ai évoquées dans la parenthèse. La manœuvre Holdo, qui est un bijou. La bataille de Crait, qui est un bijou aussi. La scène où Kylo Ren fait mitrailler Luke. La scène où Kylo Ren affronte Luke, la mort de Luke, parce qu'il y a plein de gens qui disent « Ah, mais il méritait mieux !» Il meurt en Nouvel Espoir. C'est le personnage qu'il est depuis le début. C'est peut-être pas parfait comme mort, mais franchement, c'est pas loin, quoi. Je sais pas ce que les gens entendaient de la mort de Luke. Il est mort en sauvant la résistance, quoi. Il est mort en se sacrifiant pour sauver la résistance. Je trouve ça génial. Pareil pour la scène où Finn essaye de se sacrifier pour retarder le tir du canon bélier pour détruire la porte de la base de la résistance. Plein de gens qui disent que Rose est un personnage de merde parce qu'elle a sacrifié la résistance pour son plaisir personnel. Rose a failli mourir en sauvant Finn. Et son plan, c'était de mourir, je pense, hein. Son plan, c'était d'intercepter Finn avant qu'il se tue, au péril de sa propre vie, pour sauver celui qu'elle aime, parce que elle a refusé de le voir. Et puis en plus, le plan de Finn, il pue la merde, je veux dire, son vaisseau était tout petit, il allait se faire bouffer par le canon, et ça n'aurait rien changé du tout. Et en plus, la résistance s'en est sortie, c'est-à-dire que si Rose était pas intervenue, le seul truc qui aurait changé, c'est que Finn était mort. C'est tout.
Bref, on va pas être d'accord là-dessus non plus. Et pareil, il y a des gens qui disent que Rose est très mal caractérisée dans sa première apparition, alors que c'est une des meilleures caractérisations de l'histoire de la saga. Parce que Rose pleure la mort de sa sœur, donc celle qui s'est sacrifiée dès le début du 8, et Finn essaye de s'échapper par un pote de sécurité. Rose le voit et elle est en admiration totale parce qu'elle adore Finn, elle adore le héros de la résistance. Elle raconte que elle, son métier lui tient vraiment à cœur, qu'elle a déjà stunné des gens qui essayaient de s'échapper. Elle se rend compte que Finn est sur le point de s'échapper et elle le stun. Ça caractérise le personnage de Rose comme elle a un vrai amour pour la résistance, mais elle a encore plus le sens du devoir. Je trouve la caractérisation de Rose très forte et je trouve ce personnage génial. Puis il y eut l'épisode 9, n'est-ce pas? Bon, bref. Et donc je vous ai parlé de la dernière scène avec les enfants de Canto Bight qui regardent les étoiles et qui se prennent à rêver de résistance. Pour moi, cette scène est brillante. Si vous l'aimez pas, bah écoutez, tant pis pour vous. Là, c'est vraiment purement une question d'appréciation personnelle, et je préfère être à ma place qu'à la vôtre. Et enfin, j'avais quand même réussi à trouver 5 scènes dont je voulais parler dans l'épisode 9, et je dis quand même parce que c'est vraiment le film que j'ai pas aimé de toute la nonalogie Skywalker. Si vous voulez, après on parlera des scènes que j'aurais pu ajouter de Rogue One et de Solo. Voilà, il y a 5 scènes que je voulais mettre, dont je voulais parler de l'épisode 9. Il y a la scène où Kylo Ren et Rey s'affrontent, mais elle est dans le vaisseau de Kylo Ren et lui est sur Kijimi. Ouais, c'est à Kijimi, je crois. Bref, ils sont pas au même endroit, mais avec leur dyade, ils s'affrontent, ils s'affrontent. J'aime beaucoup les effets de mise en scène de cette scène-là. Je trouve qu'elle est très bien réussie à ce niveau-là. Je trouve que la mise en scène de ce combat est très bien. Je trouve que c'est une des meilleures mises en scène de cette dyade, de ce lien qu'ils ont. Il y a aussi la scène qui est très largement endommagée par le décor dans lequel ils sont, où Rey affronte Kylo Ren sur l'épave de l'étoile noire, donc la scène de la mort de Leia, qui elle pour le coup méritait mieux. J'aime bien cette scène parce que... Non, en fait j'aime pas cette scène. Elle est importante, je vois la puissance, je vois les enjeux, je vois ce qui se passe, mais elle se passe dans un décor qui est vraiment très, très fade. Puis alors les gens qui... Ben Solo est ressuscité dans l'eau, comme Anakin Skywalker est mort dans le feu. Déjà, Anakin Skywalker est mort à partir du moment où il a sacrifié Mace Windu pour sauver Padmé. C'est le moment où Anakin est mort. Ensuite, la lave est jouante dans la transformation d'Anakin en Dark Vador, c'est-à-dire que la lave a brûlé Anakin. Comme je dis dans la parenthèse, il a été métaphoriquement consumé par le côté obscur et ça se traduit de façon visuelle par le fait qu'il est consumé par les flammes. Là, il y a de l'eau. Si à la limite, je sais pas, il était noyé ou j'en sais rien, un truc, quoi, que ça soit jouant au moins un peu. Et puis le fait que ça soit Leia qui lui chuchote son prénom à l'oreille et que c'est pour ça qu'il meurt. Et l'idée insupportable que Rey le sauve avec les pouvoirs de la Force. Que les pouvoirs de la Force soignent, bien sûr, c'est une évidence, ça aurait dû être là depuis le début. C'est, je veux dire, si le côté obscur peut tuer, le côté clair peut sauver. C'est un pouvoir que je m'étonne qu'ils aient jamais mis dans le canon. Mais si tu l'as jamais mis, tu l'as jamais mis. Il n'y est pas. Parce que si tu peux soigner grâce à la Force, Obi-Wan a laissé Qui-Gon mourir. C'est ce qui s'est passé. Parce qu'il pouvait le sauver, il a décidé de pas le faire. La même blessure, hein. C'était une perforation de sabre laser, c'est la même blessure. Et si vous commencez à me dire, ah mais c'est la dyade, elle a sauvé un serpent. Elle a sauvé un très gros serpent des sables, là, de Dune. Donc, c'est pas la dyade. Donc voilà, elle est bien cette scène, mais elle est frustrante. Elle est frustrante, elle est pas aussi bien qu'elle pouvait être, elle est pas aussi bien qu'elle peut-être devrait être. Et surtout, Kylo Ren aurait dû rester du côté obscur. Parce qu'à la fin du 8, ils avaient établi que Kylo Ren était du côté obscur, Ben Solo était mort de chez mort. Mais ça nous a donné la bonne scène de l'épisode 9 où on voit Kylo Ren revoir son souvenir de Han Solo, et ça c'est chouette. Cette scène-là est vraiment très bien, notamment Han Solo qui dit « je sais » à son fils qui n'arrive pas à articuler ses sentiments. Je trouve ça très beau. Cette scène-là est indiscutablement très bonne. Une autre scène que je trouve vraiment très bien, à chaque fois je suis obligé de me tempérer. Une autre scène que je trouve bien dans l'épisode 9, c'est le moment où l'empereur demande à Rey de la tuer. Rey arme son sabre laser, et le fait disparaître, et en fait il est derrière l'oreille de l'empereur, non je déconne, et le fait disparaître, elle l'a passé à Ben Solo du coup, via la dyade, et ce que j'aime dans cette scène, c'est que Kylo Ren a ce petit haussement d'épaule, et ce haussement d'épaule c'est le même qu'a Han Solo sur Andorre, où les Stormtroopers se rendent compte qu'ils sont encerclés par les Ewoks et qu'ils n'ont aucune chance de se défendre. C'est-à-dire que Han Solo fait vraiment ça comme ça, genre vous êtes baisés. Et donc Ben Solo, son fils, a le même mouvement quand les chevaliers de Ren font un pas en arrière, genre attends, il a un sabre laser. Et ouais, j'aime beaucoup ce clin d'œil. Et une autre scène que j'aime beaucoup que j'aurais beaucoup aimé dans l'épisode 9, c'est quand l'empereur a retrouvé ses pouvoirs. Je vais être obligé de dénigrer une autre scène pour vous parler de cette scène-là. La résistance ne peut pas gagner parce qu'ils affrontent une armée de vaisseaux qui ont chacun le pouvoir de détruire une planète. Comment est-ce qu'ils n'ont pas gagné?
C'est aberrant, et là-dessus, la Résistance envoie un appel, le même appel qui n'avait été répondu par personne dans l'épisode 8. Là, tout le monde y répond, l'entièreté de la galaxie vient les sauver, avec cette réplique, mais qui est d'une bêtise. Mais je comprends pas, la Résistance ne peut pas avoir une telle armée. Ce n'est pas une armée, ce sont des gens. La flotte super impériale de l'Empereur s'est fait mettre minable par des gens. Et donc, l'Empereur, dans une scène qui est vraiment... Enfin, dans 3 plans qui sont vraiment très cool, a retrouvé tous ses pouvoirs et envoie ses éclairs de force vers le ciel et électrocute les gens. Et il faut pas y réfléchir trop longtemps parce que tu te dis, s'il est capable d'électrocuter les gens, pourquoi est-ce que tous ne sont pas morts? Pourquoi est-ce qu'ils s'en sortent? Mais ce court moment où on croit que la situation est sauvée et l'empereur, juste en levant les mains, est capable de terrasser la flotte immense qui est capable de mettre à mal sa flotte qui était déjà une flotte complètement démesurée, ça te replace le personnage de l'empereur. Et puis après, il n'avait pas calculé qu'en demandant à Rey de le tuer, Rey allait le faire, et que du coup, il allait mourir. C'est con, parce que si elle l'avait fait au moment où il lui a demandé, bah, ça aurait épargné vachement de temps et vachement de morts à la Résistance. Bref. J'ai pas pris de notes et je les ai pas revues, donc il est très probable que j'oublie des scènes dans Rogue One et dans Solo, en particulier Solo, parce que j'ai vraiment pas été fan de Solo. Il y a une scène que je me souviens avoir bien aimée dans Solo, c'est le Kessel Run. Je me rappelle avoir trouvé la scène bien filmée, mais ça fait longtemps, et franchement, le film m'a pas du tout marqué, donc... mais je me souviens avoir eu un sentiment positif en regardant cette scène. Par contre, il y a une scène dont je me souviens très bien, parce que c'est LA bonne scène de Rogue One. Tout le film, je l'ai trouvé très beau. Franchement, tout le film, je l'ai trouvé anecdotique, les personnages sans saveur, il s'est rien passé. Et à un moment donné, la scène avec Dark Vador. La scène à la fin où Dark Vador rattrape les rebelles. Si vous l'avez pas vu, je vous ai pas vraiment spoilé grand chose. Si vous l'avez vu, vous savez très bien de quelle scène je veux parler. Tout le film se passe au niveau humain, quoi, si vous voulez, de la guerre des étoiles. Il y a des soldats, mais voilà, on est à un niveau très militaire, très ancré dans le réel. Et là, il y a ce chevalier Jedi. Il y a ce guerrier mythologique. Il y a ce seigneur Sith qui arrive dans la BD. C'est même pas qu'il est sur un autre niveau, c'est qu'il raconte une autre histoire. Ils ont aucune chance. Enfin voilà, ils ont vraiment présenté Dark Vador comme, j'allais dire, un dieu parmi les hommes, mais c'est un peu de ça. C'est une figure mythologique. Il a des pouvoirs que eux n'ont pas, que eux ne comprennent pas, auxquels eux ne croient même pas. Et lui, les maîtrise. Et dans cette scène, on comprend tout ça. Bref, j'ai vraiment beaucoup aimé ce plan de Rogue One, et je pense qu'il aurait trouvé sa place dans le top 21 si jamais j'avais intégrer les autres films. Mais si je commençais à intégrer les autres films, ça allait commencer à devenir très rempli. Bref, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo qui a été un peu plus longue que je l'avais anticipé. Si jamais il y a d'autres scènes de Star Wars que vous aimez beaucoup et que j'ai pas du tout évoquées, notamment de Clone Wars, parce que comme j'ai dit, je commence à suivre et j'ai beaucoup de mal à accrocher à Clone Wars, donc s'il y a des scènes que vous aimez beaucoup dans Clone Wars, pensez à préciser si vous spoilez et partagez-nous tout ça. Si jamais vous avez de la curiosité pour la saga Star Wars, je vous rappelle le sponsor de la vidéo, donc l'encyclopédie Star Wars d'Altaïa. Les 2 premiers numéros sont déjà disponibles, il me semble, sur Dark Vador et sur le Faucon Millennium. C'est les 2 premiers fascicules qui sont disponibles, et il y en aura 90 en tout. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, n'oubliez pas le pouce bleu, n'oubliez pas de laisser votre commentaire en disant quelle scène vous auriez eu envie de voir, quelle scène au sujet de laquelle j'ai pas assez insisté, quelle scène vous trouvez que j'ai trop... Enfin voilà, donnez-moi votre avis m'intéresse. Abonnez-vous et activez les notifications, c'est ça le truc qu'il y a de ce côté-là de l'écran normalement. Très bonne fin de journée à vous, et à bientôt. Ciao!